Face à face, bonsoir à tous. Une heure de débat entre Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, le face-à-face de la semaine, l'éditorialiste et le philosophe et reporter. Y a-t-il des guerres justes? Sur quels critères? Les droits de l'homme, le patriotisme, la démocratie? Qu'est-ce que gagner une guerre? Est-ce seulement par la destruction de l'ennemi? Pourquoi l'Occident peine à gagner des guerres comme en Afghanistan, en Syrie, en Libye? Ou encore, quels ont été les rapports des présidents français avec la guerre? Voilà, c'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Éric Zemmour. Bernard-Henri Lévy, vous êtes philosophe, écrivain, cinéaste, reporter. Vous avez écrit, bien sûr, on le sait, de nombreux livres. Vous venez de publier celui-ci, Sur la route des hommes sans nom, aux éditions Grasset. Un livre qui rassemble des reportages que vous avez réalisés pour Paris Match sur les Kurdes, la Libye, l'Afghanistan, Lesbos, Bangladesh, Mogadiscio, Ukraine, Nigeria. Un livre en deux parties, ce que je crois, ce que j'ai vu, ce que je crois. On va en parler avec Éric Zemmour sur ce plateau. Et ce que j'ai vu, on va regarder justement un extrait de ce film documentaire que vous avez réalisé, un film intitulé Une autre idée du monde. What is the biggest enemy, ISIS or Erdogan? Pendant que l'Occident se confine dans la peur d'un virus inconnu, aucun couvre-feu sur le front des guerres oubliées. For your freedom, you fight also for our freedom. Juifs, musulmans, chrétiens, c'est la même chose. On est des frères. Des guerres dont on n'entend pas parler et qui sont peut-être en train de définir notre avenir et notre destin. Des guerres silencieuses et autant de peuples ignorés, abandonnés, à qui il faut rendre un visage. Ce voyage ne fait que commencer. Never turn your back on us. I will be with the girls till the end of my life. Vous dites, face à ce que l'homme peut faire de pire à l'homme, je réponds, écrire, témoigner, mais surtout y aller. Alors on va parler des guerres. Première question, messieurs. L'usage militaire du nucléaire est souvent dénoncé. En même temps, la dissuasion nucléaire permet d'entretenir la paix. Jusqu'où faut-il préparer la guerre pour avoir la paix? D'abord, sur le fond, la dissuasion nucléaire, condition de la paix, j'ai des doutes là-dessus. Vous savez, ça suppose, quand on dit ça, que c'est une espèce de parapluie qui est une assurance contre les guerres, on parie trop sur la sagesse des hommes. Et on fait l'impasse sur une vraie possibilité de l'humanité, qui est la folie d'un dirigeant, qui est l'accès de démence d'un prince. Et là-dessus, il y a tout un débat qui dure depuis 70 ans. Et Albert Camus, après Hiroshima, avait publié un éditorial en première page de Combat sur ce thème-là, où il disait, on était évidemment au lendemain d'Hiroshima, que ces armes nucléaires représentaient une menace terrifiante et que bien audacieux serait celui qui penserait que cette menace serait contrôlée par elle-même. Donc je ne crois pas du tout ça. Et de surcroît, j'ai fait un film pour le dire et le montrer, les guerres, elles sont là. Le monde regorge de guerres. Il y a des victimes chaque année, chaque semaine, chaque jour de ces guerres par milliers d'un bout à l'autre de la planète. Donc je ne crois pas du tout à cette histoire d'armement nucléaire qui nous prémunirait contre les guerres. Éric Zemmour. D'abord, je suis content de vous avoir entendu parler anglais parce que j'ai presque plus de complexe quand je vous ai entendu, donc ça me fait plaisir.
Par ailleurs, sur la guerre, je crois exactement l'inverse de ce que vous avez dit. Je comprends très bien ce que vous dites, évidemment. Une guerre nucléaire peut être déclenchée par un dirigeant fou, fanatique, ou qui même qui apprécie mal le rapport de force. Après tout, ça peut arriver, évidemment. Mais il n'empêche que l'histoire, en tout cas, des 70 dernières années, ont donné tort à Camus et à vous, d'après ce que vous dites là, parce que c'est effectivement non pas l'ONU, non pas la sécurité collective, non pas les alliances, etc. Ce qui a garanti la paix mondiale depuis 70 ans, c'est bien la bombe atomique. Et où est la paix mondiale? Ah mais attendez, j'ai pas fini. J'ai compris. J'ai compris, ça n'a pas empêché les autres guerres. J'ai compris. Non, mais en Europe, la guerre en Ukraine... Ben comment? La guerre en Ukraine... C'est pas une vraie guerre, ça. C'est pas une vraie guerre. Non. Moi, ce que j'appelle une guerre... Attendez. Moi, ce que j'appelle une guerre, c'est 14-18. Vous voyez, ça, c'est une guerre. Oui. Ou alors les guerres de la Révolution et de l'Empire. Ça, c'est des guerres. C'est-à-dire entre des pays qui sont de forces comparables et qui entraînent la destruction massive des armées. On n'a pas ce genre de guerre. 14-18, c'est une guerre totale. Oui. C'est une guerre d'anéantissement. On est d'accord. Voilà. Voilà. Donc, en effet, aujourd'hui, pas de guerre totale comme ça. Il n'y a pas de guerre, de guerre d'anéantissement. Et ben, c'est ce que je disais. Mais il y a eu... Mais je suis d'accord. En Bosnie-Herzégovine, qu'est-ce que c'était? Il y avait une volonté par une armée européenne qui était l'armée serbe d'anéantir la ville de Sarajevo. Non, c'était une volonté de défendre son territoire de la Yougoslavie. C'était pas complètement incohérent. La Yougoslavie, c'était le territoire de qui? C'était le territoire de tous ceux qui y habitaient. Les Serbes, les musulmans mais vous et savez les Croates. très bien qu'une unité, ça se fait toujours par les armes. Même l'unité italienne, c'est fait par les armes. Même l'unité allemande et tout ça. Le siège de Sarajevo, Éric Zemmour, je l'ai vécu. D'accord, mais je l'ai filmé. D'accord. Il y a un film qui est disponible depuis hier sur Canal+, qui s'appelle Boston. Ben, regardez-le déjà. Mais ça n'empêche pas. Et vous verrez que des gens dont c'était le pays, dont c'était les maisons à Sarajevo, ont été bombardés pendant 3 ans avec une volonté d'anéantissement. Bien sûr, mais l'armement nucléaire des uns et des autres n'a pas empêché cela. Alors, Bernard-Henri Lévy, vous mélangez tout. J'ai envie de vous entendre sur ma question, mais aussi qu'est-ce qu'une guerre? Parce que vous n'avez pas la même notion de la définition d'une guerre. Si moi, je dis, mais finalement on est d'accord sur ce point, il n'y a pas ce que j'appelle de véritable guerre, ce que vous appelez une guerre totale, vous avez raison, disons une guerre totale. Il n'y a pas de guerre totale entre les grands pays du monde depuis qu'il y a la bombe atomique. Vous êtes d'accord avec moi au moins là-dessus? La dissuasion a été efficace. Les seuls qui ont utilisé la bombe atomique, ce sont les Américains, Hiroshima et Nagasaki, pour écraser le Japon et surtout pour faire peur aux Soviétiques. On ne va pas revenir dans cette histoire-là. Bon. Deuxièmement, vous nous dites, il y a d'autres guerres. Je n'ai pas dit le contraire. Il y a d'autres guerres. Mais... bien sûr, ça veut dire on tue des gens. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas les guerres de la première catégorie. Vous êtes d'accord aussi. Après, vous me dites Sarajevo, vous me dites la Serbie. La Bosnie et la Serbie. C'était une guerre, comment vous dire, de sécession. Les gens habitaient là, mais ils voulaient se séparer des autres. Est-ce que vous mais si, je suis désolé. Est-ce que vous imaginez dans ce cas-là Toulouse ou la Bretagne faisant sécession et Paris, vous allez me dire Paris va bombarder Rennes pour éviter la sécession de la Bretagne? Ça n'est pas. Mais si, c'est ça. C'est exactement ça. D'abord, les guerres d'anéantissement et les guerres totales, grâce au ciel, il y en a. Bon, c'est pas la bombe atomique. Ça, c'est du blabla. Il y en a très peu dans l'histoire de l'humanité. Heureusement. Vous avez la guerre de Troie, vous avez la troisième guerre punique et vous avez la première guerre mondiale théorisée par Ludendorff en 1935. Je vous rappelle que peu de guerres totales. Excusez-moi, Clausewitz vous explique que les guerres napoléoniennes sont déjà des guerres totales. Non. Clausewitz il voyait venir le spectre de la guerre totale. Dans les batailles napoléoniennes. C'est-à-dire, non. Ce que Clausewitz, relisez Clausewitz. Ce que Clausewitz redoutait, lui qui pensait que la guerre était et devait être la continuation de la politique par d'autres moyens, il craignait que
les guerres n'échappent à leurs instigateurs, qu'elles ne soient animées par une logique propre, qu'elles n'obéissent plus, que les îles n'obéissent plus à des évêques, que les moyens... Mais pas Donc, seulement, ça, c'est le premier point. c'est aussi la destruction des armées totales. Deuxième point, comment pouvez-vous comparer la Yougoslavie, qui était un faux État, qui était une fédération improbable de peuples, avec la France, avec Toulouse et je suis d'accord, qui a une histoire, qui a une mémoire commune. Mais je suis d'accord. Ça n'est pas comparable. Mais dans ce cas-là, il y a beaucoup d'États qui sont comme ça des faux États. Il y a beaucoup d'États qui sont des faux États. La Yougoslavie, moi je suis d'accord avec vous. Vous connaissez le mot du général de Gaulle qui disait ils sont tenus par un fil de bois et le fil de bois c'est Tito. Et puis une fois que Tito disparaîtra, bon, voilà. D'accord, il avait raison comme souvent. On est d'accord avec ça. C'est pas la France, c'est évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours. Ce ne sont pas des vraies guerres, c'est des guerres parce qu'il y a des régions qui veulent faire sécession. Que ces régions-là se considèrent comme des nations. Regardez la Catalogne. On a failli avoir ça. Et vous allez me dire, et on peut dire légitimement que la Catalogne est une vieille nation européenne et l'Espagne a estimé que la Catalogne ne pouvait pas faire sécession. C'est fatigant. Ça peut nous arriver en France. Parce que vous êtes d'une mauvaise foi terrifiante. Est-ce que vous avez vu l'armée de Madrid bombarder Barcelone pour la punir d'avoir envisagé... J'ai dit on aurait pu l'avoir. Mais comment pouvez-vous comparer ce qui s'est passé il y a 25 ans dans l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire l'armée serbe, bombardant les populations civiles de Sarajevo, des snipers qui installaient leurs petites glacières et leurs pliants avec leurs fusils de sniper pour se faire des cartons sur les enfants, d'une part, avec ce qui se passe aujourd'hui entre Barcelone et Madrid. Vous savez très bien que je vous ai dit que ce n'est pas la même chose. Mais vous n'avez pas la même sensibilité. C'est pas la même chose, pourquoi ? Mais parce qu'ils ont mis en prison. Mais vous avez d'un côté l'Espagne qui est une grande démocratie, et vous aviez de l'autre un régime national communiste qui était le régime de Belgrade et qui avait décidé de détruire Sarajevo. Mais non, ils ont pas dans matière de destruction, vous avez moins de sensibilité quand Belgrade a été bombardé par les avions de l'OTAN. Là, ça vous a moins scandalisé. Mais et pourtant, franchement, ils ont pris cher aussi, les Serbes. J'avais la même sensibilité. Je ne vous ai pas entendu. Mais vous m'avez entendu dire que malheureusement, après des mois et des mois où tout avait été tenté pour faire que le national-communiste en question, Milosevic, arrête ses violences au Kosovo, malheureusement, il a fallu l'y forcer. Et c'était malheureux pour la population serbe. Et c'est ce qui s'appelle une guerre juste. Alors, on va parler des guerres justes. Justement, est-ce qu'il y a des guerres justes ? Je n'ai pas très bien compris si vous avez répondu à ma première question, mais c'est pas grave, on continue. Est-ce qu'il y a des guerres justes ? Alors, est-ce qu'il y a des guerres justes ? À vous que je pose la question. Guerre juste, c'est un vieux thème. Saint-Augustin en parlait déjà, Grotius en parlait déjà, etc., etc. C'est un vieux thème de l'Église, en vérité, qui a essayé d'imposer les guerres justes. C'est-à-dire qu'il y a deux types de guerres justes, d'ailleurs. Il y a le recours à la guerre. Est-ce que le recours à la guerre est juste ? Et est-ce que les moyens de la guerre sont justes ? D'ailleurs, il y en a un écho de cela dans notre conversation sur la bombe atomique. Vous savez qu'au XIIIe siècle, l'Église avait interdit la guerre avec les arbalètes, parce qu'elle trouvait ça trop cruel. Donc, vous voyez, on en est loin. Moi, je pense que la guerre juste est très dangereuse. C'est-à-dire que c'est toujours le vainqueur qui définit ce qu'est la guerre juste. Vous comprenez, entre les bombardements de l'Angleterre par l'Allemagne nazie qui nous révulse à juste titre, et les bombardements par les Anglais et les Américains de la ville de Dresde qui nous révulsent beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que l'autre, c'est les Allemands, c'est les nazis, c'est Hitler, et en plus, c'est un monstre, et en plus, il a perdu. Donc, effectivement, vous voyez, et en plus, et ça c'est une première chose, mais c'est important, vous savez, c'est la fameuse phrase de Pascal, parce qu'on n'a pas pu faire que le juste fût fort, on a fait que le fort fût juste. Et ça, c'est le péché originel de la guerre juste. Le second, et j'ai fini, le second, c'est que je pense que ces guerres justes, prétendues justes, ces guerres morales, sont encore plus cruelles et encore plus dévastatrices que les autres. C'est-à-dire que quand on se bat pour un territoire, je pense qu'on est moins féroce, on est moins sauvage que quand on pense qu'on a la morale avec soi. Bon, ce qui est, Éric Zemmour, ce qui est féroce, ce qui est terrible, ce qui est injustifiable,
C'est pas les guerres justes, c'est les guerres injustes. Bah, c'est les guerres en C'est les général. guerres d'agression. C'est les guerres où une armée tyrannique, toute puissante, attaque des civils. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La guerre au Nigeria qu'a déclenché la junte au pouvoir contre les villageois chrétiens de la ceinture centrale du Nigeria. Ça, c'est une guerre terrible. C'est une guerre injuste. C'est une guerre contre des civils désarmés. C'est ça qui est horrible. Après, les guerres justes, c'est-à-dire des opérations militaires qui sont menées à leur corps défendant, en dernier recours, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, par des démocraties, pour essayer de faire respecter le droit et pour essayer de sauver des gens, pour essayer de sauver ce qui reste d'enfants ou de femmes à tel ou tel endroit, on ne peut pas dire que c'est... Laissez-moi finir. On ne peut pas dire que ce sont les guerres les plus féroces et les plus atroces. Ce sont des guerres qui retirent de la guerre à la guerre. Ce sont des guerres qui enlèvent un peu de sauvagerie et de férocité en ce monde. Et dire que c'est ces guerres-là qui sont les guerres les plus terribles, mais qu'il faut de mauvaise foi chez vous, mon cher Zemmour, pour dire une chose pareille. C'est votre élément de langage du jour, donc je suis de Non, mauvaise foi à toutes les phrases mais c'est que pas je vais mon élégant prononcer. langage, c'est le credo de ma vie. Peut-être. Et je vais vous dire... Mais c'est pas grave, si vous estimez que vous êtes de bonne foi et que je suis de mauvaise foi, c'est pas... Et si les bombardements de Dresde... Oui. m'émeuvent en effet moins que les bombardements sur Londres. C'est pas parce qu'Hitler a perdu. C'est parce que... Mais non, parce que vous parce parce que que non, parce mais que c'est j'aurais un aimé... monstre aux yeux de mais l'histoire et parce que j'aurais les Allemands aimé- ont perdu. Non, Ah, si. bien sûr que non. Ah, si. J'aurais aimé, il eût été souhaitable, même quand on croyait qu'Hitler était en train de gagner, Oui. qu'on puisse bombarder ces villes, qu'on puisse bombarder les lignes de chemin de fer qui acheminaient les déportés vers Auschwitz. Éric Je n'ai Zemmour. pas attendu qu'Hitler ait perdu pour penser que les bombardements d'une ville allemande étaient justes. Elles étaient justes tout le temps. En Éric revanche, Zemmour. Non, on peut dire que- bombarder la ville de Churchill, pourquoi bombarder la des ville de innocents Churchill Ils n'avaient rien et fait, ce sont bombarder des les civils. capitales de la liberté, ça en effet, c'est assez révoltant. Éric Zemmour Et vous mes répond. peurs ne Voir, Éric c'est Zemmour le vous vainqueur répond. qui a écrit l'histoire et que vous auriez une autre image et que le discours dominant serait différent si le vainqueur avait été le vaincu et vice-versa. Mais bon, ça c'est une histoire vieille, c'est une vieille comme l'histoire en Évidemment vérité. que si l'Allemagne nazie Avait l'avait gagné, emporté, le récit aurait été différent. Bah, c'est ce l'Europe que je viens de dire. entière, le récit aurait été Bah, différent. oui, c'est tout. L'Allemagne nazie Ah, aurait oui. imposé son récit, Eh ben, sa voilà. narration, C'est bien et ce que son je dis. discours abject Eh ben, c'est bien ce que je au dis. reste de l'Europe. Eh ben, c'est bien ce que grâce je dis. au ciel. Eh ben, pour vous, pour moi, pour nous tous, pour Christine Kelly, pour nous pour tous. tous ceux qui nous écoutent, Mais c'est c'est bien ce que- Churchill c'est bien ce que qui j'ai a dit. gagné la guerre, c'est pas Hitler. Alors, Et donc, messieurs, le alors- récit qui s'est imposé, Mais qu'est-ce- c'est un récit Mais donc de vous voyez que c'est démocratie une et de affaire de liberté. récit. Et deuxième. Non, mais Ensuite, c'est vous me d'abord direz, une affaire de qu'est-ce que- justice. Non, pas du tout. Éric Zemmour vous Malheureusement répond. non. Ensuite, Malheureusement non. On va s'arrêter sur qu'est-ce que gagner une guerre, justement. Gagner une guerre, il faut d'abord définir ses objectifs. Quand on définit ses objectifs, on peut dire voilà, je veux tel territoire, je veux protéger un empire, je veux restaurer une unité nationale, et puis après on voit si on a atteint cet objectif et si on n'a pas atteint ces objectifs. Le problème en général, c'est que on ne se donne pas des objectifs, on ne se donne pas les bons objectifs, et qu'on ne sait plus quoi faire de sa victoire. Ça a été le cas par exemple de 14-18, c'était très typique même de Clémenceau, à part récupérer l'Alsace-Lorraine, les Français ne savaient pas très bien quoi faire de leur victoire et ils l'ont payé très cher après. Donc c'est ça, une guerre, mener une guerre, vaincre, gagner une guerre. Maintenant, il faut bien comprendre que, en fait, vous êtes vous opposez, si vous voulez. Moi, c'est ça qui me choque toujours. Vous êtes dans le narratif anglo-saxon et particulièrement américain. C'est-à-dire que vous croyez que d'un côté, il y a les démocraties, c'est le camp du bien, et de l'autre, il y a tous les autres, c'est le camp du mal. Et que les démocraties doivent gagner, et si elles ne gagnent pas, si elles gagnent, c'est parce que le bien a gagné. Non. Malheureusement, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas le cas. Et qu'il y a, vous savez, les Américains ne se gênent pas pour faire des exactions énormes, pour bombarder des villes, alors que, si vous voulez, par exemple, les villes françaises, le débarquement en Normandie a coûté beaucoup de vies françaises qui auraient pu être épargnées. Vous voyez, il n'y a pas comme ça d'équidistance morale entre ceux qui font la guerre et les autres. Qu'est-ce que gagner une guerre? D'abord, en effet, je crois que entre les démocraties et les fascismes ou les totalitarismes, il y a en effet un monde et il y a une différence de nature. Et
une guerre menée par des démocraties pour vaincre un totalitarisme, pardonnez-moi, mais c'est pas la réciproque de l'inverse. Après, bien sûr que vous ne souhaitez pas, vous, que les démocraties l'emportent. Lorsque vous voyez les films sur la Seconde Guerre mondiale, votre cœur ne bat pas avec les aviateurs de la Royal Air Force, avec Churchill magnifique sur son navire, ou dans les rues de Londres. Mais je vais vous dire, mon problème, je vais vous dire, c'est que moi, je veux que la France gagne. C'est pas les démocraties ou pas les démocraties. Oui, et pourquoi je me mets... la France, elle était entre les mains. Pourquoi je me méfie... Attendez, laissez-moi finir. Ah, non, mais laissez-moi finir. Vous m'avez interrompu. Non, je vous ai pas interrompu. Non. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Parce qu'évidemment, que tout le monde aujourd'hui, surtout aujourd'hui, est pour les anglo-saxons contre l'Allemagne nazie. C'est une évidence. Mais je me méfie de ce genre de discours parce que le discours anglais lors des guerres de la Révolution et de l'Empire, c'était « regardez comme Napoléon est un monstre, regardez comme Napoléon est un tyran, et nous sommes le camp de la liberté ». Eh bien, excusez-moi, moi j'étais dans le camp du tyran, et j'étais pour Napoléon, et je pleure la défaite de Napoléon contre la victoire des Anglais, qui avaient le même discours que vous en 1815. Nous avons apporté la liberté. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis moins... Je ne vous parle pas de Napoléon. C'était le même narratif, je vous assure. Non. Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est tellement manichéen, tellement facile. Mais non, tout le monde est d'accord avec vous là, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est trop facile. Non, mais oui, merci. Oui. Voilà, merci. Oui. Mais il y a juste un point. Donc c'est pas anglais, c'est pas. Il y a juste un point précis. Ce qui vous intéresse, c'est la France. Moi aussi. Voilà. Les champions de la France, en 1943, en 1944, ils s'appelaient Churchill et Roosevelt et le général de Gaulle. C'était les champions de la France. Si nous sommes nés, vous et moi, et quelques autres, qui ont hélas notre âge avancé, en tout cas le mien, c'est parce que il y a un homme qui s'appelle Churchill et qui a lutté pour que les occupants de la France soient vaincus. C'est ça la réalité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon ? Churchill s'est battu pour l'Angleterre. Non. Il s'est battu pour l'Angleterre. Et d'ailleurs... Laurent, lisez les grands discours de Churchill. Non, mais il y a les discours et il y a les... Churchill ne cesse de dire et de le manifester. Et combien de boys, combien de soldats anglais, combien de soldats américains sont morts, en effet, en opération pour la libération de la France. C'est marrant la libération de la France. C'est marrant. Non, mais attendez. Elle est due en effet à des grands Français libres et elle est due aux pilotes de la Royal Air Force et aux hommes qui ont débarqué en Normandie. Non, excusez-moi, elle est d'abord due... C'est drôle comment vous avez le don... Mais vous m'interrompez tout le temps, arrêtez. Je peux vous poser une question ? Non, je veux répondre à ça. Non, mais pourquoi c'est toujours électrique entre vous ? Parce que d'abord, Bernard-Henri Lévy me coupe tout le temps la parole, parce qu'il craint mes arguments. Alors évidemment, il me coupe, c'est une nouvelle technique qu'il a maintenant, qu'il a hérité de ses années de gauchiste quand il était jeune, et ça le rajeunit. Alors Bernard-Henri Lévy, pourquoi c'est toujours électrique entre vous ? Mais je suis sérieux. Je peux entendre sa réponse aussi, pourquoi c'est toujours électrique ? C'est juste pour faire une pause. Pourquoi est-ce que c'est toujours électrique entre vous deux ? Parce que je n'aime pas ce que dit Éric Zemmour. Mais je n'aime pas, c'est que je ne suis pas d'accord. Et je n'aime pas ce que vous représentez. Lorsque vous dites ça... Lorsque je vous entends dire que Churchill luttait pour l'Angleterre et que vous semblez nier cette grandeur de l'Angleterre qui, dans ces années, a lutté presque seul à un moment donné pour la libération de l'Europe, c'est vrai que ça me Alors, écoutons les arguments d'Éric Zemmour. Je ne peux pas avoir un dialogue pacifié. Mais je vous demande pas un dialogue pacifié. Quand j'entends. Mais je vous demande pas un dialogue pacifié. Je vous demande simplement de me laisser parler. Oui, mais c'est déjà la moindre courtoisie. Bon. Premièrement, ce ne sont pas les Américains et les Anglais qui ont combattu pour la France, jamais de la vie. Et à la limite, vous pourriez dire que c'est le sacrifice des 20 millions de soldats russes qui ont détruit la machine de guerre allemande. Bon, premièrement. Deuxièmement, en vérité, l'Angleterre s'est toujours battue pour l'Angleterre. Et je vous rappelle, parce que l'histoire ne se prend pas en juin 40, elle se prend sur la longue durée. Et ce sont vos Anglais, si j'ose dire, qui ont détruit méthodiquement, avec une constance dont ils sont toujours capables, aidés en cela par les Américains, entre 1918
et 1940, l'hégémonie française sur l'Europe. Vous savez, il y a une histoire très drôle. On est le 12 novembre 1918. Clémenceau voit Lloyd George, le Premier ministre de l'époque, comme d'habitude. Et il sent qu'il est chafouin. Et Clémenceau lui dit « Mais qu'avez-vous, mon ami ?» Vous savez qu'il parlait un anglais parfait, puisqu'il était marié à une Américaine. Et Lloyd George lui dit « Mais non, ça va, etc. » Finalement, il arrive à lui cracher le morceau. Lloyd George lui dit « Mais enfin, vous savez bien, George, que depuis hier, je suis devenu anti-français. Les Anglais nous ont empêchés d'abattre la puissance allemande et nazie quand elle était au commencement. Donc venez pas me faire pleurer ensuite sur les magnifiques discours qui sont exceptionnellement magnifiques, car Churchill était un grand écrivain et un grand littéraire, de l'Angleterre et les Américains. Alors là, les Américains, je vous en prie, parce que le général de Gaulle vous aurait raconté, et je pense que vous avez lu les mémoires de guerre comme moi, comment il s'est battu parce que les Américains nous considéraient comme l'Italie ou comme un pays à libérer, avec l'Amgot, vous connaissez ça par cœur, avec la monnaie qu'ils voulaient nous imposer. On était vraiment un sous-peuple et une sous-nation. Donc arrêtez de me faire l'éloge des anglo-saxons. Bernard-Henri Lévy. Excusez-moi, mais historiquement, c'est erroné. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On était un sous-peuple et une sous-nation pour les Américains. Pour l'Allemagne hitlérienne. Aussi. Sûrement. Absolument. On était un dépotoir. Tout à fait d'accord. On était une zone morte de l'Europe et on était un pays sous la botte. Absolument. On n'était pas un sous-peuple pour les Anglais et les Américains. Les Américains, pas les Anglais, j'ai pas dit les Anglais. Vous confondez deux choses. Vous confondez les rivalités impériales qui, en effet, ont été la marque de ces années d'entre-deux-guerres et même avant. Et puis ce moment magnifique, à partir de juin 40, où on a oublié, où on a mis au rencard... Vous voulez dire quand il nous abandonne à Dunkerque, où on a mis au rencard provisoirement les rivalités impériales pour faire front ensemble pour une idée de l'homme, pour une idée de la liberté, pour une idée de la démocratie, et parce qu'il y avait des forces en face, les forces de l'Axe, qui étaient en train de plonger l'Europe, la France et le monde dans un cauchemar absolu. Ce moment-là, il est magnifique. Et il n'y a plus de calcul de réel politique, il n'y a plus de rivalité d'empire, il n'y a plus de fachoda, il n'y a plus tout ça. Il y a l'union des peuples libres contre quelque chose qui représentait la destruction de la civilisation. Mais je ne sais même pas pourquoi on débat de ça, c'est tellement évident. Justement, c'est marrant comme à votre grand âge, et je me permets ça parce que vous avez 10 ans de plus que moi, donc ça me console de tout, vous êtes encore d'une naïveté enfantine. C'est-à-dire que vous croyez aux grands discours alors que vous ne voyez pas les intérêts. D'abord, je vais vous dire, historiquement, il n'y a plus de rivalité impériale entre la France et l'Angleterre depuis longtemps, en 1920-1930, parce que l'Angleterre a gagné, parce que les vraies colonies, les colonies les plus brillantes, les plus riches, etc., sont à l'Angleterre. Bon. Et deuxièmement, en l'occurrence, l'affrontement, il est sur l'Europe. C'est-à-dire, est-ce que les Français auront l'hégémonie sur l'Europe, et en particulier sur l'Allemagne? Et c'est ça que les Anglais vont empêcher entre 1918 et 1939, quitte à soutenir Hitler. Donc arrêtez de me faire l'éloge. Mais après, évidemment, ils étaient bombardés, ils étaient menacés. À partir de 1939, la vraie question, c'est pas de savoir si les Français vont avoir l'hégémonie sur l'Europe. C'est de savoir si l'Allemagne va avoir durablement l'hégémonie sur l'Europe. Et hop, les Anglais basculent comme ils font toujours. Et l'Angleterre nous sauve de ça. Non, ils nous sauvent pas, ils basculent comme d'habitude. Mais écoutez, vous allez encore dire des choses que vous allez regretter, pas du tout, qui vont vous être reprochées. 1000 ans d'histoire de l'Angleterre, c'est toujours affronter la principale puissance en Europe. Ces 4 années-là, qui sont les années charnières de l'histoire du XXe siècle, dont nous sommes les uns et les autres les enfants. Et les années charnières, c'est 14-18. C'est elles qui donnent tout le XXe siècle. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut revenir en 2021 ? J'ai regardé votre documentaire et j'ai une question à vous poser, et je vais aussi la poser à Éric Zemmour. Comment se fait-il que l'Occident peine aujourd'hui à gagner durablement les guerres engagées, que ce soit en Libye, en Afghanistan, en Syrie? Comment se fait-il? Attendez, c'est pas la même chose, les 3 cas Absolument. Que vous venez d'évoquer. Il y a un cas, la Syrie, où on peine à gagner la guerre parce qu'on ne l'a pas déclenchée, parce qu'on n'a pas voulu la faire, parce qu'on a laissé le champ libre en Syrie à l'Iran, à la Russie et aux escadrons de la mort de Bachar al-Assad. Donc là, en effet, on n'a pas voulu s'en mêler. Et là, on est coupable, à mon avis, d'une très très grave forfaiture. Il y a l'exemple de l'Afghanistan, quand Jacques Chirac s'est associé à cette guerre en 2001.
pardon, mais militairement, elle a été gagnée. Les talibans ont été chassés du pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché après? C'est que ce qui aurait dû suivre, c'est-à-dire en effet construction d'un État, aide à la naissance d'une nation, n'a pas été fait. Et quant à votre troisième exemple, la guerre de Libye, elle a été gagnée. Elle a été gagnée en quelques mois. Et là encore, ce qui a fait défaut, ça a été la détermination politique à accompagner le peuple libyen et d'autres peuples arabes dans leur effort d'émancipation. Donc le problème, c'est pas de gagner les guerres. Le problème, c'est de gagner les paix. C'est de construire l'après-guerre. C'est ça la difficulté. C'est ce que je demandais tout à l'heure. Qu'est-ce que gagner une guerre, Éric Zemmour? D'abord, c'est marrant parce que, mais bon, c'est normal, nous sommes en désaccord philosophique. Vous considérez que les Occidentaux ont la responsabilité mondiale de faire le bien des autres peuples. C'est la définition même du colonialisme. Vous me rappelez exactement la scène dans Chose vue de Victor Hugo. Je sais que vous aimez beaucoup ce livre comme moi, que je relis régulièrement. Donc je vous conseille cette scène, si vous l'avez oubliée, absolument magnifique. C'est juste après, on est en 1840, c'est juste après, vous savez, le retour des cendres de Napoléon qui donne l'occasion à Victor Hugo de faire une scène absolument sublime. Et juste après, il dîne avec ce qui n'est à l'époque que général, Bugeaud. Et Bugeaud lui dit, on m'envoie en Algérie et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et Victor Hugo lui dit, mais vous avez tort, il faut apporter la lumière à des peuples dans l'obscurité. Nous sommes la civilisation du monde, nous apportons la civilisation. Vous êtes exactement sur cette ligne-là. Vous êtes en vérité un colonialiste. Mais assumez au nom de la civilisation. Je vous ai déjà entendu dire ça très souvent sur ce plateau et sur le plateau et sur d'autres. Je ne pense pas du tout que la France ou que les démocraties occidentales soient propriétaires de la démocratie et qu'elles les apportent à des peuples arriérés. Je pense que dans les situations dont nous parlons, par exemple la Syrie, par exemple l'Ukraine, les endroits dont je parle dans ce film, et encore une fois, moi, j'aimerais que ce film soit vu, parce qu'il montre exactement ce que je vais vous dire là. Dans tous ces pays-là, dans tous ces lieux de malheur, de misère et de tragédie, il y a des démocrates. Il y a des gens qui croient... Attendez, il y a des gens qui croient en la liberté. Il y a des gens qui croient en nos propres valeurs beaucoup plus que nous-mêmes, et en tout cas que vous. Donc la question, c'est pas de les leur apporter. La question est de savoir si on est leurs alliés, si on les aide dans cette bataille qu'ils mènent contre... Laissez-moi finir. Je vous écoute. Contre les obscurantistes de leur propre pays, ou si on aide et accompagne les tyrans. C'est ça la vraie question. L'Ukraine, j'ai vu cela. J'ai passé des jours et des jours dans ce Verdun gelé que sont les tranchées ukrainiennes. Et là, c'est tellement clair. Vous avez d'un côté des hommes qui partagent, en tout cas, mes valeurs, ma conception de l'Europe, ma conception du droit, ma conception de ce que c'est qu'un État de droit. Et je dis mais c'est celle d'une immense majorité de ceux qui nous écoutent. Et vous avez de l'autre côté des soldats à la solde de Poutine qui ont une toute autre vision de l'histoire et de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient les premiers ou est-ce qu'on ferme les yeux sur les crimes des seconds? La question, on est au cœur de notre désaccord. Au cœur. Mais au moins on avance. Absolument. Je me moque éperdument de vos démocrates libyens, ukrainiens, qu'est-ce que vous m'avez sorti encore, syriens. Ah, oui. Je m'en moque complètement. Moi, je ne m'intéresse qu'aux Français. Et je m'intéresse aux intérêts de la France. C'est-à-dire que je suis dans la ligne Richelieu-De Gaulle. C'est-à-dire, on ne connaît que les États, que le rapport de force entre les États, et on ne défend que l'intérêt de la France. Et c'est en cela qu'on définit une politique étrangère pour la France. On ne se laisse pas aveugler par les grands principes et par
les valeurs qu'on essaie de... Général de Gaulle va dire vive le Québec libre. Mais parce que c'est la France, il pense à la France, monsieur. Oui. Eh bien, Louis moi, XV a perdu le Québec, ça n'a rien à voir avec dans la les liberté. tranchées, moi, quand je suis avec les soldats attendez, vous m'avez ukrainiens pas laissé finir. qui me parlent du général de Gaulle, Oui. qui me parlent des généraux de la justement, Révolution à propos de l'Ukraine. française, Très bien. ils me parlent de la France. Très bien. C'est la certaine idée de la France, non, mais du général de je vous Gaulle, rappelle que par le laquelle sont habités ces Mon combattants cher, puisque ukrainiens. vous citez le général de Gaulle sans le comprendre, le général de Je Gaulle... crois que je le comprends Non, mieux non, que vous vous. le comprenez pas du tout. Ah, C'est mais pas la si. première fois que je vous l'ai dit, mais vous le comprenez pas du tout. Non, mais pas du Pour tout. le mais général c'est de pas grave. Gaulle, la France, c'était Laissez-moi autant qu'une finir. terre, Christine, c'était je une ne peux idée. plus parler. Mais non, J'arrête. Non mais j'arrête, c'est pas possible. Ah bah, je continue je peux avec pas, Christine pas Kelly. en placer une. C'est exaspérant, je vous assure, vraiment. l'un après. C'est exaspérant. Vous m'interrompez Vous êtes- tout le temps. On peut pas Bernard-Henri argumenter. Lévy. Vous êtes chez vous, mon cher Non, mais je suis pas Zemmour. chez moi. Moi, je Non, suis non, sur non. CNews. C'est pas moi. Je suis désolé. Vous me coupez tout le temps. On peut Et pas alors, parler. Alors, en quoi est-ce que le gaullisme, ça n'est pas une certaine idée de la France? C'est une certaine idée de la France. Ça veut pas dire ce que vous dites. Ah, alors ça veut pas quoi dire. Ça veut pas dire la France qui apporte la liberté. Ça veut dire une Oui. certaine idée de la France. Oui. Ça veut dire 1000 ans d'histoire de France. Oui. Et que pour lui. Et qui produisent quoi, ces 1000 ans d'histoire et de qui France? produit une histoire. Et puis, et une philosophie, Une et des valeurs, mais pas et des une valeurs, croyance, non, et une mais ça idée ne- de l'homme. Le christianisme, mon cher. Oui. Oui. Eh bien, de Gaulle. Oui. De Donc, Gaulle mais et- vous, laissez-moi Alors, finir. Laissez-moi Éric finir. Zemmour, je veux effectivement que vous repreniez là où on était tout Ah à oui, l'heure, mais c'est-à-dire je peux pas suivre mon fil parce qu'on m'interrompt. Bernard-Henri Alors, Lévy. reprenez votre fil. Alors, C'est d'où- vous. Je Non, vous mais ai dit. Est-ce je vous ai dit- qu'effectivement la France peut, vous avez dit justement ce que ce qui est Moi, je important pour pense vous, que l'important, défendre la c'est France les intérêts de la France. et à l'intérieur, Par exemple, à vous parlez de l'extérieur de la l'Ukraine France. et de la Russie. Moi, je pense que nous avons une alliance privilégiée avec la Russie, une vieille histoire. La Russie nous a permis de gagner la guerre en 14, en tout cas de ne pas la perdre en 14. Je pense que l'intuition de Napoléon était géniale de s'allier à la Russie. Son erreur a été ensuite de céder aux provocations anglo-russes et de l'affronter. Je pense que nous devons avoir une relation privilégiée avec la Russie. C'était d'ailleurs l'idée du général de Gaulle. C'est pour ça que je dis, pour moi, vous ne le comprenez pas. Quand il y a les chars russes en Tchécoslovaquie, le général de Gaulle, il joue pas à Bernard-Henri Lévy. Hein. Il fait pas avec son petit drapeau, il dit pas on va aller bombarder. Non, il envoie ses ministres et on fait comme d'habitude. Et quand vous parlez de l'Ukraine, je finis, je vous assure que après j'ai fini. Quand vous parlez de l'Ukraine et que vous parlez de vos grands amis démocrates, j'aimerais bien que vous me définissiez. J'ai une note là très intéressante de 3 sénateurs français qui se sont étonnés de voir les obsèques le dimanche 13 juin 2021 à l'église Saint-Michel au Dôme d'Or, des funérailles d'Oreste Vascoul. Vous connaissez peut-être, de la division SS Galicie, avec des représentants du gouvernement ukrainien. Je ne sais pas où étaient là vos amis démocrates. Ils se cachaient peut-être en dehors de l'église, etc. Mais tout ça pour vous dire que, franchement, vous ne s'en sortirez pas. C'est simplement l'important, c'est les États, c'est les nations et l'intérêt de la France. C'est tout. Je n'aurais jamais la vulgarité, en ce qui me concerne, de confondre la France avec une poignée d'antisémites, anciens de la division Waffen-SS, machin, etc. Donc, l'Ukraine d'aujourd'hui, elle ne se résume pas à tel ou tel. Il y avait des représentants du gouvernement, mon cher. Il peut y avoir des représentants du gouvernement. Oui, pour l'instant, il y a en Ukraine, on peut mener le débat sur l'Ukraine si vous voulez, je connais assez bien le sujet. Un président qui s'appelle Zelensky, qui est un juif ukrainien, héritier par le cœur et l'esprit de ce martyr terrible de l'Ukraine, la Shoah par balle et autres. Alors je vous en prie, pas ce genre. C'est comme si moi je vous disais que sous prétexte qu'il y a un Rassemblement national qui fait le score que nous savons, et au sein du Rassemblement national, des types qu'on prend en flagrant délit de salut nazi sur Facebook, c'est comme si je vous disais que de là, je tire le fait que la France est un pays gangréné. Eh bien, je ne dis pas ça. Pas grand-chose à voir. En ce qui concerne l'alliance privilégiée avec la Russie, ça c'est important. Pour avoir une alliance privilégiée, cher Zemmour, il faut être deux. D'accord ? Or, quelle est la situation ? Vous pouvez répétez tant que vous voulez alliance privilégiée. Nous avons en face de nous un homme, Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs, en cela et en bien d'autres choses, hostile à la grande tradition russe, qui est l'Europe, qui est la France, qui menace les pays les plus fragiles du continent européen, qui a une conception de l'Europe qui s'appelle l'Eurasie, qui est exactement l'inverse de celle, en tout cas, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais l'inverse de celle
que les pères fondateurs de l'Europe ont promu et ont défendu. Donc on ne peut pas, bien sûr, si ce n'était pas Poutine, il faudrait cette alliance privilégiée. Pour ma part, j'ai passé les années 70, 80, c'est vrai que je suis beaucoup plus vieux que vous, vous avez à rêver d'une Russie débarrassée du national-communisme, une Russie où gagnerait enfin l'esprit de Sakharov et de Solzhenitsyn. Et avec celle-là, il fallait faire une alliance privilégiée. Mais vous avez aujourd'hui à sa tête un ex-KGBiste qui menace l'Europe par tous les moyens possibles, qui développe une idéologie qui est le contraire de Vladimir Poutine, est-ce que c'est un ennemi de la France? Alors, vous êtes le porte-parole parfait de l'État profond américain. Mais je vous rappelle que méfiez-vous, parce que même l'État profond américain est en train de comprendre que c'est une grosse bêtise de diaboliser la Russie, parce que le véritable ennemi maintenant de l'Amérique, c'est la Chine. Mais je pense que dans 1 an, 2 ans, vous allez nous expliquer que, en fait, le régime chinois n'est que, après tout, l'héritier de l'affreux Mao Tse-tung. Mais passons. En fait, je vais vous dire, la Russie libérale, la Russie démocratique, comme vous dites, elle a existé. Elle a existé pendant quelques années à la chute de Gorbatchev avec Yeltsin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pays a été vendu à l'encan aux oligarques mafieux et aux Américains. Yeltsin était la marionnette des Américains. Les retraités crevaient de faim et ne touchaient pas à leur retraite. Il y avait une blague qui courait en Russie qui est « Dis-moi, toi, tu es pour la démocratie ou pour le peuple ?» Voilà. C'est ça. On en est au même point. Non, mais attendez, laissez-moi. Vous voyez, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Poutine a pris cette situation. Il a restauré l'autorité de l'État. Et c'était le plus important. Mais si, je suis désolé. Maintenant je ne le prends ni pour un saint, ni pour un dieu. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème du tout. Mais non. Je vous rappelle qu'en 2001, quand il y a eu le 11 septembre, le premier à avoir appelé Bush Junior fut Vladimir Poutine. Il lui a proposé l'aide des services secrets russes. Vous voyez, donc il a même pensé rentrer dans l'OTAN. La vérité. Il est aussi le premier à avoir appelé Erdogan. La vérité, c'est que ce sont les Américains qui agressent la Russie. Ce sont les Américains qui avaient promis à le père Bush, qui avait promis à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN, qu'il l'a étendu non seulement aux pays de l'Est, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, etc., mais aussi à la ceinture qui entoure la Russie. C'est simple. Ils ont voulu faire rentrer la Géorgie et maintenant ils veulent faire rentrer l'Ukraine. Est-ce qu'ils ont fait entrer la Géorgie? Ils voulaient. Ce sont les Français qui ont bloqué avec les Allemands. Bernard-Henri Lévy, excusez-moi. Donc c'est pour vous dire que... Mais je dis pas n'importe quoi, je vous ai dit, ils ont voulu l'entrer. Et bien oui, ils en rêvent. Rêvent d'entrer dans l'OTAN. Nous leur avons fermé la porte au nez. Nous, les Français, moi, je le regrette. Mais pas les Américains. Les Américains ne voulaient les faire rentrer. Leur a fermé la porte au nez. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et deuxième, non, mais attendez, parce que c'est bien de faire passer... Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir dans ce cas. Ne m'interrompez pas à votre tour. Allez-y. Cette idée-là, que les États-Unis auraient assiégé, harcelé la Russie. Ça, ce sont les éléments de langage, pour le coup, de la propagande russe. Regardez les cartes. La réalité, c'est que l'Amérique et l'Occident n'a cessé, jusqu'il y a quelques années, de multiplier les gestes, de multiplier les propositions d'association, les partenariats entre l'OTAN et la Russie, l'appartenance au tour extérieur du Conseil de l'Europe, l'OSCE. Les gestes ont été innombrables. Tous les efforts ont été faits pour associer cette Russie, qui est un grand peuple et un grand pays, en effet, à l'Occident. Qui l'a refusé? C'est Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine pense... que la disparition de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Parce que Vladimir Poutine pense et dit que Staline est un héros de la Sainte Russie, un héros national. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu aux appels du pied et aux mains tendues des Occidentaux. Et ensuite, on parle de lien entre les présidents et la guerre. Qu'est-ce que diraient les présidents américains si le pacte de Varsovie maintenu faisait entrer le Canada et le Mexique? Voilà.
Qu'est-ce que diraient les États-Unis s'il y avait cela ? Vous voyez bien que c'est évidemment tout à fait normal que les Russes n'acceptent pas qu'il y ait l'armée américaine et des armes nucléaires américaines à leur porte, avec l'Ukraine qui n'est en vérité qui est un pays qui a toujours été appartenu à la Russie et la Géorgie aussi. Deuxièmement, attendez, j'ai pas fini. Deuxièmement, quand vous dites, il a dit que la disparition de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique Il nous reste un du quart siècle. d'heure. Il a aussi dit, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de tête, n'a pas de cœur. Celui qui pense qu'on va la refaire n'a pas de tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il regrette la puissance de son pays. Moi, je regrette la défaite de l'Empire napoléonien. Alors, les Italiens pourraient m'en vouloir, les Allemands pourraient m'en vouloir, les Belges pourraient m'en vouloir. Je le regrette quand même en tant que patriote français. Donc, je le comprends. Je comprends son point de vue. C'est un patriote russe. Mais évidemment, vous, les patriotes, ça vous énerve. Parce que vous voulez imposer une espèce de mondialisme sous la botte des Américains. Mais si, mon cher. J'aime les patriotes. Non, vous aimez les patriotes quand ils sont afghans ou quand ils sont libyens. Et quand ils sont français. Et qu'ils sont français libres. Et qu'ils sont l'armée d'Afrique. Et qu'ils sont le général de Gaulle. Et qu'ils luttent au coude à coude avec les aviateurs anglais. Et avec les soldats américains. Et croyez-moi. Vous avez dit que vous les aimez, mais vous avez dit que les brigades internationales c'était supérieur à la résistance française. Vous l'avez écrit. J'ai pas dit supérieur, supérieur. précisément pas. Non, bah si. J'ai dit que pour moi, les deux compagnies en ce monde qui me semblent les plus respectables, où il y a la plus grande quantité de noblesse, c'est la France libre. Oui. Et les brigades internationales. Et j'ai ajouté que dans les brigades internationales, il y avait cette chose encore plus extraordinaire, s'il se peut, c'est qu'on y luttait pour le genre humain, pour l'espèce humaine. Maintenant, quant aux armes américaines dans les tranchées dans les tranchées ukrainiennes, excusez-moi, faites-vous envoyer par votre journal dans les tranchées ukrainiennes. Vous verrez la solitude de ces hommes. Vous verrez si les Américains sont dans les tranchées aux côtés des on est dépendant de sa géographie. Messieurs, il nous reste 15 minutes. 14 minutes. 14 minutes. J'aimerais bien qu'on puisse... Tout est passionnant, mais j'aimerais bien qu'on puisse maintenant parler un peu du lien entre les différents présidents français et la guerre. Je vous pose deux questions en une, puisque je peux jamais en placer une. Alors, premièrement, le président Emmanuel Macron a annoncé le 10 juin la fin de l'opération Barkhane, qui se déroule en ce moment au Sahel pour lutter contre le djihadisme. Est-ce une erreur, oui ou non? Deuxième question dans la foulée, je parlais des présidents de la Ve République. Ils ont toujours été que de droite ou de gauche, ils ont toujours mené de nombreuses guerres à l'étranger. Jacques Chirac au Kosovo, en Afghanistan, Nicolas Sarkozy en Libye, François Mitterrand en Bosnie. Est-ce qu'ils ont entretenu les mêmes rapports avec la guerre? Bernard-Henri Lévy, pour ces deux questions. Le point commun de tous ceux que vous avez cités, c'est qu'ils pensaient, en effet, contrairement à ce que je viens d'entendre, que la France, c'était un territoire, mais que c'était aussi une idée. Voilà, c'était une certaine idée de la civilisation et de l'homme. C'est ça qu'ils ont de commun, tous les quatre. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est la vocation de la France. La France, pour citer un grand écrivain français et gaulliste qui s'appelle André Malraux, la France, elle n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est grande pour tous les hommes. Donc les quatre que vous avez cités, il y a eu un moment dans leur histoire, dans leur carrière politique et présidentielle, où ils ont pris la mesure de cette vocation de la France. Le fait que la France, c'est pas n'importe quel pays. Voilà. Elle n'est pas réductible à ses intérêts étroits. Elle a des intérêts supérieurs, elle a des intérêts presque, je dirais pas spirituels, mais en tout cas des intérêts de croyance. Voilà. C'est leur point commun. Éric Zemmour. Vous saoulez de grands mots. Vous saoulez de grands mots. Saoulez-vous, mais moi pas. Non, vous saoulez de grands mots. Vous oubliez les réalités, et c'est toujours la même chose. C'est exactement votre histoire de brigade internationale. Vous nous dites que c'était magnifique, ils se battaient pour le monde. Mais mon pauvre... On sait bien aujourd'hui que c'était les idiots utiles de l'URSS et que s'ils avaient gagné, l'Espagne serait devenue la première démocratie populaire. Pareil pour les interventions françaises. Les interventions françaises veulent maintenir l'influence mondiale de la France à travers ces interventions en Afrique. Alors on se gargarise de mots. Vous êtes contre ça? Comment? Vous êtes contre ça? Non, moi je suis pour les intérêts de la France, mais il faut bien les défendre. C'est pour ça que je vais continuer. Donc après, on peut enrober, on peut enjoliver
ces interventions de tous les beaux discours. C'est fait pour ça, les beaux discours. Et c'est fait pour ça, pour habiller les interventions. Ce que je vous disais pour les États-Unis. Les États-Unis, ils se battent toujours, soi-disant, pour la liberté. En fait, ils se battent toujours pour imposer leur hégémonie. Ça, il y a la réalité et il y a le discours. Je suis étonné, encore une fois, qu'à votre âge, vous ne compreniez pas ça. Et pourquoi, dans le pire des cas, les deux ne marcheraient-ils pas ensemble? Mais ça peut. Pourquoi est-ce qu'une grande nation, grande nation comme la France ou les États-Unis ne serait pas capable, attendez un mot simplement, une note de bas de page, ne serait pas capable de défendre à la fois ses intérêts et sa conception de l'homme et de la civilisation? Mais tout à fait. D'ailleurs, en général, quand on défend ses intérêts, on défend sa conception de l'homme. Ce que je dis, en l'occurrence, c'est que les interventions en Afrique sont des interventions pour défendre, et c'est tout à fait légitime à mes yeux, les intérêts de la France. Les interventions au Mali. En l'occurrence, mais les interventions, on parlait de Chirac, avant aussi, c'était pour défendre les intérêts de la France. Oui. Moi, je pense que Chirac, par exemple, Chirac en Afrique. on parlait de Sarkozy et Chirac, c'était en Bosnie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. Alors, je ne pense pas que la France... Quel était l'intérêt que défendait Chirac en Bosnie? Je pense, à votre avis? À mon avis, il a eu tort. Il a cru défendre l'intérêt de la France en se mettant avec les Américains. Alors, et d'après moi, il a eu tort. Vous voyez, ça venait après des gènes entre la France et les États-Unis. D'après moi, il a eu tort. Mais bon, passons. C'est venu. Moi, j'ai vécu un point d'histoire. Vous voulez bien? J'ai vécu cet épisode-là de près et de temps en temps en témoin direct. Oui, je crois que Jacques Chirac a été vraiment bouleversé lorsqu'il a vu les images des camps de concentration serbes qui enfermaient des musulmans bosniaques. Je crois qu'il a vraiment été bouleversé quand il a vu des soldats français attachés à un pont à Sarajevo et pris en otage par des soudards. Et je crois qu'à cet instant-là, son sang de grand patriote, mais grand patriote, ça veut dire attaché à l'armée française, attaché aux intérêts de la France et attaché à la certaine idée de la France, n'a fait qu'un tour. Et à ce moment-là, il ne s'est pas aligné sur les Américains. Éric Zemmour, vous êtes mal informé. Je crois qu'il a été moteur dans la décision d'intervenir après 3 ans d'atermoiement à Sarajevo. 3 ans d'atermoiement de François Mitterrand. C'est Chirac qui l'a prise avec beaucoup de courage et qui a entraîné en bonne partie ses alliés américains. Je pense qu'il a eu tort. Oui, alors, je pense que c'est Mitterrand qui avait raison. Alors, ou bien il y a des intérêts sordides, et là on a peut-être raison, ou bien il n'y a pas d'intérêt, alors vous pensez qu'on a eu tort. L'un après l'autre. Je vous écoute. Donc je prends acte, je suis votre analyse. Voilà. Donc à partir de là, je fais mon jugement. Bon. Je pense que c'est bonne démarche. Voilà. Je pense que c'est Mitterrand qui avait raison, pour 2 raisons. La raison historique, c'est que les Serbes sont nos alliés. Historique. Depuis toujours, ils se sont battus à nos côtés, contrairement aux Bosniaques, et contrairement aux Croates. Et deuxièmement, je ne pense pas que c'était l'intérêt de la France d'aller prendre parti contre ça et de bombarder des Serbes qui ont toujours été avec nous. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas le sentiment qui détermine la politique de la France, c'est le réalisme. Il faut faire attention, quand on est... L'histoire, c'est bien, mais quand on est trop envahi par l'histoire... Quand on ne raisonne plus que de cette manière, ça a un nom en philosophie, ça s'appelle le ressentiment. Le ressentiment, ça veut dire quand on est engorgé par la mémoire et qu'on ne voit plus le réel. En l'occurrence, François Mitterrand, ce qui était important, c'est pas qu'il pensait à 1914. L'important, c'est qu'il laissait faire des massacres d'enfants et le siège d'une ville occidentale aux marges de l'Europe. C'est ça qui était scandaleux. Et ce qu'il y a eu de noble dans l'attitude du président Chirac, c'est qu'il a rompu avec ce moment où la France n'était pas tout à fait elle-même, où elle était plus basse qu'elle-même, plus petite qu'elle-même. Et on a détruit un État qui était né après la guerre 14. Et là, on a donné un prétexte à la Russie d'en faire pareil avec la Crimée. La Yougoslavie était déjà détruite, Éric Zemmour. Mais non, ne vous aventurez pas sur ce terrain. Mais non, les Serbes... connais bien. Cet État était déjà détruit. Non. Et il était détruit parce que la Serbie avait fait main basse sur l'armée fédérale yougoslave, parce qu'elle avait décidé, cette armée, de tirer sur son propre peuple. C'est ça qui détruit les États. Mais vous avez raison. Vous avez raison. La Serbie avait mis la main mise sur l'armée fédérale. Vous avez raison. Mais je vous rappelle que c'est par exemple, regardez l'Italie. Oui. C'est le Piémont
l'armée du Piémont qui a fait l'unité italienne. C'est l'armée prussienne qui a fait l'unité allemande. Comment pouvez-vous comparer C'est la même chose. Une guerre de libération avec cette guerre atroce qu'avait déclenché Milosevic. Bernard-Henri Une Lévy. guerre de libération, la Prusse, elle a fait une guerre contre nous. Pas une guerre de Bernard-Henri libération. Lévy et Éric Zemmour, l'humanité peut-elle un jour venir à bout des guerres qui la rongent? L'internationalisme peut-il être une solution? Venir à bout des guerres qui la rongent, hélas, je ne crois pas. Je crois malheureusement, on vient à bout de pas grand monde, ni de la guerre, ni de la bêtise, ni de la cruauté des hommes. On ne vient pas à bout de ça. En revanche, est-ce que nous pouvons, pas l'humanité, nous, ici et maintenant, est-ce que nous pouvons faire que le monde soit un peu moins mauvais? Est-ce que nous pouvons faire que les hommes et les femmes y soient un peu plus libres? Est-ce que nous pourrions faire, par exemple, que les femmes afghanes, et là encore, le film, il est disponible sur une chaîne cousine de la vôtre, sur Canal+, une autre idée du monde. On peut le voir gratuitement sur le streaming de Canal+. Vous verrez ces femmes afghanes magnifiques qui ont conquis de haute lutte cette chose tellement précieuse pour un Français qui est la liberté. Elles vont retomber dans les semaines ou les mois qui viennent sous la burqa, sous la servitude, parce que nous les avons abandonnées. C'est ça la vraie question. C'est la question, en effet. Et bien, c'est même pas l'internationalisme, c'est la fraternité, c'est la sororité, c'est l'idée que le genre humain est un, ou alors que le genre humain est divisé en espèces séparées. Éric Zemmour. Ça, c'est horrible. Je pense que la paix est une période de transition entre deux guerres 5 minutes. dans l'histoire de l'humanité. Donc, vous voyez, je pense que la guerre est le propre de l'homme, c'est comme ça, depuis toujours, et qu'on ne l'éradiquera jamais. Il y a des guerres aujourd'hui plus asymétriques qu'avant, on a déjà discuté ça au début de la conversation, peu importe. Maintenant, Bernard Lévy nous dit il faut protéger ces pauvres femmes afghanes, etc. Je suis triste pour elles, mais ce n'est pas mon problème. Encore une fois, nous avons toujours la même... Non, attendez, là, non, je vous ai dit... Mais si vous avez les moyens... Lévy, s'il vous plaît. On laisse Éric Zemmour terminer. En conscience, ils font ce qu'ils veulent. Les Afghans font ce qu'ils veulent. C'est un peuple, je les respecte. Ils choisissent leur mode de fonctionnement et leur mode d'organisation. S'ils ne veulent pas que leurs femmes soient sous une bâche, eh ben, ils se battent entre eux et ils se décident. Personne. Mais alors c'est très bien. Et ben donc faut croire qu'il y en a pas beaucoup qui veulent lever leur bâche sur leurs femmes. C'est leur problème. Vous savez, quand vous dites le genre humain, moi je veux bien, c'est très bien. On sait depuis la Bible qu'il y a une seule humanité. Très bien. Mais il y a des peuples, mais il y a des cultures. Et vous savez très bien, c'est notre discussion qui nous sépare toujours. C'est la phrase de Joseph de Maistre. Je n'ai jamais rencontré d'hommes, mais j'ai rencontré des Italiens, des Français, des Anglais, des Allemands. Il y a des peuples. Et vous dans votre... obsession et obsession de l'autre, vous oubliez le vôtre, c'est-à-dire l'amour des Français. Et vous vous moquez complètement du sort de la France qui est en danger de mort. Zemmour, et vous vous en moquez complètement. Moi, je pense que ceux qui ont condamné la France à mort, c'est une internationale qui, en la circonstance, est l'internationale islamiste, qui passe en effet par les talibans d'Afghanistan, mais qui passe aussi par ses alliés dans certains États du monde arabe, qui passe par ses alliés turcs. Eux ne craignent pas d'affirmer leur solidarité. Là, il y a une internationale de la... Mais bien sûr que si. Vous croyez qu'il y a une internationale ? Venez voir. Vis-à-vis des Ouïghours, vous avez vu que les Turcs défendaient les Ouïghours contre les Laissez-moi finir. Venez une fois dans votre vie, allez voir la situation à Kaboul. Allez voir ce que j'ai vu et ce que j'ai filmé en Somalie. Vous verrez le nom de Recep Tayyip Erdogan en énorme. Vous verrez le culte de la personnalité, pas du peuple somalien, du dictateur turc. Est-ce que en face de cet empire-là, qui est un empire qui ne nous est pas favorable, qui est un empire qui est hostile à l'idée que tous vos spectateurs se font de la France. Est-ce qu'on les laisse faire en disant nous, on se barricade dans notre tas de sable, ou est-ce qu'on leur oppose une force équivalente? Faire la guerre, Éric Zemmour.
et non pas en danger. Et Et alors, nous sommes nous sommes aujourd'hui faibles. en danger. Nous sommes faibles. Je vous donne le mot de Nous la fin sommes dans un faibles. instant, Et Bernard surtout, Henri. Éric Zemmour. parce qu'on a parlé du Mali tout à l'heure, et vous nous avez posé la question, on est passé un peu vite. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? En fait, il va revenir au départ, c'est-à-dire avec les forces spéciales. La vérité, c'est que ça nous coûte très cher, qu'on ne gagne pas ce genre de guerre. Les Américains ont mis des moyens colossaux en Afghanistan, et ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ont gagné les premières batailles, comme toujours, comme ils font toujours, comme nous avons gagné au Mali. Mais en vérité, ce genre de guerre ne se gagne jamais. Voilà, c'est tout, il faut l'admettre. Donc il faut laisser ces peuples-là s'organiser comme ils veulent. Mais oui, je suis désolé de vous le dire. Voilà, c'est comme ça. Et simplement se protéger, nous, hein, et ne pas faire comme vous, et aller à favoriser l'immigration de ces gens-là. En France. C'est ça, vous allez vous battre là-bas, vous allez mettre la guerre chez eux et vous les faites venir chez nous. Moi, je fais exactement le contraire. Je les laisse se battre entre eux et je ne veux pas qu'ils viennent chez nous. Moi, je crois que c'est avec cette conception de la France, rabougrie, toute petite, barricadée, transformée en forteresse, indifférente au sort du reste du monde, qu'en effet, on va vers un amenuisement de nous-mêmes et qu'on va vers un provincialisme, en effet, qui, moi, me fait mal au cœur. C'est ça le risque que courent les gens qui pensent comme vous. Et ce qui me frappe, mais c'est comme avec le Rassemblement national, chaque fois que j'écoute les ténors du Rassemblement national, je suis frappé par la conception bizarre, si peu aimante qu'ils ont de leur pays. Ils n'ont pas la vraie fibre française, c'est-à-dire la fibre de ceux qui ont vibré à Valmy, qui ont vibré à la Résistance, qui ont vibré quand la France a rêvé et a un peu montré qu'elle était plus grande qu'elle-même. À Valmy, voilà. Comme dans la Résistance, elle défendait son sol. Non, elle défendait son ses valeurs. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous trompez. Merci. Elle défendait son sol. Elle défendait son peuple. La grandeur de la France, c'est qu'elle est capable de faire les deux à la fois. Merci Éric Zemmour, merci Bernard-Henri Lévy pour cette émission. Fin de ce face-à-face. Tout de suite, la jeunesse de Louis XIII, la belle histoire de France avec son grand-père, Henri IV. Il était admiratif de son père et beaucoup de relations conflictuelles avec sa mère. On regarde ça tout de suite.